Bien. Monsieur Réveillard. Oui, j'ai très rapidement quelques questions à poser. D'abord à Monsieur Dupuis. Je voulais savoir s'il fondait toutes ces analyses, disons, savoir d'où il parle sur le caractère démocratique partagé en Europe. Vous avez évidemment mis en cause la Russie en disant, bon, caractère démocratique dont on peut douter sur les élections, oui, c'est ça. Et vous n'avez pas parlé de l'Azerbaïdjan, dont on se succède de père en fils depuis 1993 quand même. Donc il est quand même intéressant de savoir quelles sont les valeurs de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe pour pouvoir juger justement des caractéristiques démocratiques. Ça, c'est la question pour Monsieur Dupuis. Pour vous, Madame, vous nous répétez à l'envi les questions de lobby arménien. C'est une évidence. Mais ici, personne n'évoque, et vous-même, vous avez semblé l'ignorer en disant mais pourquoi le Parlement européen n'aime pas le lobby azerbaïdjanais oui, les députés, la diplomatie du caviar. Il y a eu quand même le rapport sur Monsieur Volonté, il y a eu la résolution de 2015 qui dénonce justement le lobby. Alors je ne voulais pas en parler, mais j'en parle puisque vous nous avez répété à l'envi qu'il y a, je dirais, une pression d'un lobby pro-arménien. Il y a évidemment un lobby tout à fait parallèle qui est celui de l'Azerbaïdjan. On appelle ça la diplomatie du caviar, donc c'est très important. Pour venir confirmer ce qu'a dit Madame Anne-Laure Bonnel, et qui met un petit peu en cause ce que vous avez dit sur l'Internet qui aurait été coupé, sur les sites militaires, Combat Strike notamment ou d'autres, on voit les caméras GoPro des soldats azéris rentrer dans les premiers villages pour provoquer cet effet de terreur et faire partir tous les habitants. C'est un massacre généralisé, c'est-à-dire que l'on tire à l'intérieur des maisons, ce sont les caméras GoPro des soldats eux-mêmes. Hein. On tire par rafale dans les maisons, que ce soit des hommes, des femmes ou des enfants, on a rafalé et tout le village s'en va. Et les villages sont prévenus par ces gens-là, l'effet de terreur a parfaitement marché et c'est pour ça que ça a eu un effet boule de neige. D'autant plus que les forces d'Arstak n'étaient absolument pas du tout armées pour pouvoir y répondre. Moi, j'ai une question à poser à vous, monsieur Calfayan. C'est est-ce que vous avez évoqué la démocratie comme étant finalement une sorte de fatalité. Est-ce que monsieur Pachinian ne paye pas sa soumission, ou disons, sa stratégie de soumission à l'Ouest, à vouloir absolument intégrer l'Union européenne et absolument peut-être un jour intégrer l'OTAN, et qu'il passe de session en session. Parce que ce que vous n'avez pas dit non plus, Madame Muradova, c'est que le président Aliyev, dans au moins 2 discours, je n'irai pas plus loin que 2 discours, il évoque l'Arménie comme étant l'Azerbaïdjan occidental. Donc, quand on commence à s'inquiéter sur l'évolution ultérieure, on a les propos du président lui-même. Donc, est-ce que, et je pose cette question à M. Calfayan, Nicole Pachinian ne fait pas payer à son pays cette soumission à un ordre occidental qui, de toute façon, ne le défendra pas. Je cite Henry Kissinger post-mortem, être un ami je dirais, des États-Unis d'Amérique, c'est une grosse difficulté. Être son allié, c'est suicidaire. Merci. Merci bien. On va regrouper les questions ou bien on va faire des réponses directement. Si vous avez le temps, on ne dérange pas. D'abord, monsieur Dupuis qui va répondre. Premièrement, je suis Emmanuel Dupuis, donc vous me posez la question à Emmanuel Dupuis et pas l'IPSE, qui n'est pas motivé. Oui, c'est un institut, vous voyez, chacun. Patricia est chercheuse associée, Mohamed Lawet Arbi est chercheuse associée. Je ne leur demande pas leur pédigré, leur ADN en termes de pensée stratégique, c'est la mienne. En tout. Heureusement. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont toujours là, membres de mon institut. Alors après, il y a une façon très simple de répondre à votre question. Vladislav Surkov, celui qui a inspiré Giuliano d'Ampoli pour son mage du Kremlin, évoque clairement la manière dont la démocratie est perçue en Russie. Ça s'appelle la démocratie souveraine, dans lequel une forme de dirigisme ou une forme de verticalité, une forme de jupitérisme politique est assumée. Pourquoi? Il est assumé pour diriger un pays de 146 millions d'habitants, dans lequel vous avez des différences ethniques, des différences géographiques, et donc une centralité qui, parfois, me semble pas tout à fait libérale au sens propre du terme. Ce n'est pas un jugement de valeur. Alors, après, pour la comparaison, à ce moment-là, toutes les élections ne sont pas libres dans la zone dont nous parlons. Excusez-moi du peu.
L'élection... C'était pas ma question, excusez-moi. C'est la question, vous avez parlé de la Russie... Mais pas de l'Azerbaïdjan. Mais pas d'Azerbaïdjan. Eh bien, je parle de l'Azerbaïdjan désormais. Ça porte une ombre sur notre... Alors, c'est là où je parle du caractère peut-être non démocratique de la prochaine élection qui va avoir lieu en février, mais je pourrais poser aussi le même regard un peu interrogatif sur la manière dont les élections se sont passées en Géorgie et la manière dont le processus politique, qui pour le coup n'est pas démocratique puisqu'il est issu d'une révolution qui a remis en cause les élections en Arménie avec la révolution de velours de mars-mai 2018. Allons jusqu'au bout. Aucune élection n'est pure et sans tâche dans cette région. Je puis vous répondre ainsi. Mais non, je viens juste de vous le dire. Mais non, vous ne m'avez pas parlé d'Azerbaïdjan. Je vous ai dit le caractère. Aliyev se succède à lui-même à travers son fils depuis 1993. Précisément, j'ai dit que le... Un seul mot là-dessus. Non, mais... Non, c'est pas incroyable, je vous le dis et je vous le répète, parce que peut-être que vous n'avez pas entendu. Donc je m'adresse à vous directement. Je remets en cause aussi le caractère de la non-dualité... Ah, c'est difficile, hein. Alors, non, c'est pas difficile. Je vois pas pourquoi. Je ne se connais pas, donc je ne me permets pas de jugement de valeur vis-à-vis de vous, et je ne me permets pas que vous en ayez sur moi. Donc le caractère... Ah, non, vous voulez que j'entende? Je vous le dis, le caractère non démocratique des prochaines élections. Voilà. Comme ça, nous ne serons pas amis, mais au moins, ça a été dit. Voilà. Monsieur Kelfayan qui va répondre. Non, Kelfayan qui va répondre. non, Il va parler, après je vais revenir sur... Monsieur Kelfayan. bon, je voudrais... J'ai trouvé que la transition entre moi et Mme Mouradova était un petit peu décalée parce que il me semble que j'ai eu des propos plutôt modérés, objectifs, pas pro-arménien. Je n'ai rien à voir avec le lobby arménien, en tout cas. Non, c'était pas. D'accord. J'ai pas parlé voilà. de lobby arménien. Votre présence, comme quoi D'accord. vous êtes là pour le lobby arménien. Non. Alors, pour répondre à la question, moi j'ai développé récemment, dans le cadre d'un article qui est disponible sur le net, l'idée d'une neutralité positive de l'Arménie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, pour des raisons qui ont été expliquées par nos amis géorgiens tout à l'heure, l'Arménie, c'est vrai qu'elle continue à être très dépendante économiquement, politiquement, militairement de la Russie. Aujourd'hui, tourner le dos à la Russie, c'est signer la fin de l'Arménie. C'est pas l'Azerbaïdjan qui profiterait de la situation, ce serait la Turquie, tout simplement. Moi, je préconise effectivement que l'Arménie continue à se tourner vers l'Ouest pour les valeurs de démocratie, de droits de l'homme, d'état de droit, tout en conservant son alliance stratégique avec la Russie. Parce que sinon, c'est la mort certaine de ce pays. Voilà, ça c'est pour répondre à votre question, et je pense que je ne suis pas le seul en Arménie à le penser. Même si, en effet, Mme Mouradova, en Arménie, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ont envie d'une nouvelle guerre, tout comme en Azerbaïdjan d'ailleurs. C'est une évidence. Voilà, et si vous me permettez, je vais juste faire trois remarques. On va revenir parce qu'il y a des questions. D'accord, ok. Monsieur Payandé. Oui, bonjour. Monsieur Painda, je suis en fait membre du comité des dirigeants de Grand Mouvement National de l'Afghanistan et puis aussi de l'Assemblée des experts et des spécialistes de l'Afghanistan et président du comité entraide afghan. Alors moi, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Merci pour ce que vous faites continuellement. Je suis un peu peut-être, parfois on pense que je suis éthiopiste, mais parfois les éthiopistes d'aujourd'hui peuvent être les réalistes de demain. On a parlé des conséquences, on a parlé des causes, on a évoqué des problèmes humains. Et si on tient en considération la situation géostratégico-politico-économique, ce genre de situations peuvent continuer ad vitam aeternam. D'accord. Maintenant, comment on peut
trouver la solution, une solution qui permettrait d'éviter ce genre de conséquences humaines. Parce que la souffrance humaine, c'est général de quelque côté que ce soit. Alors, les Nations Unies ont été créées pour éviter les guerres. Alors, donc, et le général de Gaulle avait dit, s'il ne joue pas son rôle pour lequel il a été créé, ce sera un machin. Est-ce que c'est un machin ou pas? Alors, comment faire pour que... Pardonnez-moi, je vais vous raconter une petite anecdote. C'était un film Icomica où Yves Montand jouait un responsable. Et puis, il y avait dans un amphithéâtre, on testait un appareil de torture. Et on avait mis quelqu'un d'un côté et l'autre, il posait des questions. À chaque fois qu'il répondait négatif, il augmentait de tant de volts. Et puis, c'est monté... Voilà. Et à ce moment-là, 5 volts, il a bougé un peu, à 50 volts un peu plus, et puis à 200 volts, il a commencé à baver et tout ça. Et à ce moment-là, il a dit, arrêtez de tester ça, vous vous rendez compte la souffrance que vous entraînez. Et le responsable, il a dit, mais monsieur, lui, c'est un acteur. C'est pas lui qu'on testait, c'est vous. Parce qu'il y en a qui ont réagi à 5 volts, à 10 volts ou à ça. Alors, combien de morts il doit y avoir sur la Terre avec ces guerres pour que les Nations Unies se lèvent et dire non, comme avait dit Churchill, une discussion de 10 minutes constructive mieux vaut qu'une guerre de 10 minutes destructive. Alors, comment faire pour que les Nations Unies puissent enfin jouer son rôle comme il le faut? Alors, je sais que les petits ruisseaux font des grandes rivières. Vous, Monsieur le Président, Académie géopolitique, vous jouez votre rôle. Nous venons, nous discutons, mais on peut discuter des conséquences et des causes. Mais il faut, à un moment donné, trouver une solution pour que les Nations Unies jouent son rôle. Alors, comment faire pour mobiliser les Nations Unies et de le mettre devant ses responsabilités? Merci. Merci beaucoup. Une petite question. Est-ce que les Arméniens qui sont partis, là, les réfugiés, ils ont le désir de retourner? Est-ce que vous avez des informations sur ça? Ou est-ce qu'ils sont partis pour ne plus revenir? Alors, il y a trois groupes. Il y en a certains, peu nombreux, qui ont décidé d'acquérir la nationalité arménienne et qui comptent se réinstaller en Arménie. Aujourd'hui, le chiffre officiel parle d'à peine 1 millier de familles. Il y a un deuxième groupe, ce sont ceux qui ont peu d'espoir parce qu'ils ne voient pas en fait un retour dans des conditions de sécurité suffisantes, et eux vont plutôt postuler pour un statut de réfugié au sens international du terme. Ça veut dire malheureusement l'émigration vers l'Europe, les États-Unis, le Canada, je ne sais pas où, ou la Russie. Et il y a un groupe effectivement de Karabarti qui souhaitent revenir chez eux. Mais je ne connais absolument pas les proportions. Il n'y a aucune statistique qui a été faite là-dessus.